Chris Chelios, t'es un génie. On s'en rappelle de ce tune-là, hein? Ouais. Ah, il y a des informations dans ce tune-là. Là. Chris Chelios, il n'a pas été fin avec le président du club. Oh. Il avait fait un Corey Perry lui-même, c'est ce qu'on comprend. Attends un peu. Est-ce que tu es en train de faire de la désinformation, Frank? Est-ce que tu es le genre de personne à croire des fausses rumeurs, Frank? En tout cas, si je me fie aux internets, il y a beaucoup de gens qui croient à des fausses rumeurs. Beaucoup. L'histoire qu'on parle en début de show est fascinante parce que on voit toutes sortes d'affaires. Premièrement, là, on va vous mettre un peu en contexte ceux-là qui n'ont pas suivi le hockey. Corey Perry s'est fait mettre au balotage par les Blackhawks de Chicago. Les Blackhawks qui sont l'équipe de Connor Bedard, la nouvelle superstar de la Ligue nationale. Ouais, premier choix overall. 18-19 ans, Connor, dans ce coin-là. Ouais, il y a 18, je pense. Ouais. C'est un kid. Il y a une maman. Il y a une belle maman, en fait, ce kid-là. Puis, il y a des rumeurs qui ont circulé que la raison pourquoi Perry est au balotage puis que l'équipe essaie de s'en débarrasser, ce serait qu'il y aurait une aventure dans la couchette avec la maman de Corey, de Connor Bedard. Tu sais, faites-vous le scénario, là, de ton joueur de centre, tu joues avec. Corey Perry a été amené dans cette équipe-là un peu comme un mentor pour Connor Bedard, by the way. Là. Son rôle de mentorat, il l'a pris au sérieux beaucoup, selon la rumeur. Mais vous comprenez un peu l'histoire, tout ce qui se passe. La raison pour laquelle on veut en jaser, c'est que là, on voit des messages passer, ces réseaux sociaux, comme regardez, depuis que les vrais médias sont plus sur Facebook, là, les gens croient n'importe quelle rumeur, parce que ça a été démenti, cette affaire-là, évidemment. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est l'affaire, c'est que, mettez-vous dans le compte, pas pour rien qu'on a fait un lien avec Chris Chelios aussi. Est-ce que l'histoire de Chris Chelios et la femme du président, ça avait été avoué publiquement, cette affaire-là? Non. Ça a toujours été une rumeur. Là. Ça a toujours été une rumeur. La femme à Ronald. Le bug dans ces histoires-là, c'est que les gens vont croire la rumeur tant et aussi longtemps qu'on leur dira pas la vérité. Ben, surtout que dans le cas de Chris Chelios, la version officielle de mémoire, c'était qu'il avait un genou fini. Ouais, il y a juste un problème, c'est qu'il a quasiment joué encore 20 ans après. Le genou fini. C'est quoi qu'on avait eu? C'était Denis Savard contre Chris Chelios? Ouais, ça n'avait pas été terrible comme échange. Là. C'était un échange justement avec les Blackhawks de mémoire. Hier, Georges Larac était au podcast, j'essaie de retrouver le nom. Mais toi, Frank, tu y crois-tu? Penses-tu vraiment que Corey Perry a couché avec la mère de Connor Bedard? C'est la grosse question présentement sous les Non, mais je pense qu'il a peut-être couché avec ou pas. Honnêtement, ça ne me surprendrait pas. C'est des joueurs de hockey, là. Ben, c'est parce que lui, il a 18. La mère de Connor Bedard, à quel âge? Je sais pas. Début de quarantaine? Elle doit avoir l'âge de Corey Perry. Ben, lui, il a 38. Là. Fait que, tu sais, ils ont peut-être été dans un genre de party d'équipe et il était comme... Oh. Tu sais, lui, il est rendu en fin de carrière. Il est comme plus intéressé par les mères de ses coéquipiers que par les blondes de ses coéquipiers. Ce qui peut être d'un certain point de vue rassurant si, mettons, tu as un coéquipier qui est gossant un peu. Tu dis, c'est correct, il lâche ma blonde, il est sur ma mère à cette heure. Mais moi, je n'ai pas l'impression que. Puis, je te l'ai dit tantôt, moi, mon guess, c'est que. Il y a autre chose. Mon guess, c'est qu'il y a autre chose. Pourquoi je pense ça? C'est qu'en général, les joueurs qui font du trouble, que ce soit problème de consommation, que ce soit de l'histoire de vol de sacoche qu'on a déjà entendu, que ce soit, mettons, le Canadien, là, ils n'ont pas racheté le contrat de Nathan Beaulieu. Là. Ils l'ont envoyé ailleurs, ils l'ont échangé. Avec les frères Costitine, ça a été la même affaire. Il y a eu plusieurs histoires, si tu checkes la Ligue. Là. Les histoires de joueurs qui sont rachetés comme ça en disant va-t'en de l'équipe, t'es une distraction, rachète ton contrat, puis tu t'en vas. Soit que t'es vraiment pas bon, là, genre début de saison catastrophique. Ou t'es pas échangeable. Ou t'es pas échangeable. Toi, tu me disais, ouais, ben là, lui, il a 38 ans, il a un contrat de 4 millions. Oui, mais de 1 an. Puis moi, je pense qu'il aurait très bien pu laisser l'affaire à l'interne,
envoyer un message dans la ligue, genre, ah, on est intéressé, on retiendrait la moitié de son salaire. Là, le problème, c'est qu'il n'y aura peut-être pas d'offre parce que personne ne sait trop c'est quoi l'affaire. Mais entre les DG, ils savent c'est quoi l'affaire. Ben, entre les DG, ils savent c'est quoi l'affaire. Puis là, ben, Georges Larac, hier, il était au The Sick Podcast. Je connais pas vraiment ce podcast-là, mais c'est avec Tony Marinaro. Et il dit dedans, I don't want to get sued, but I know what happened. Je veux pas me faire poursuivre, mais je sais ce qui est arrivé. Donc, la Ligue nationale, c'est un petit milieu, là. Georges Larac, il connaît encore des joueurs avec qui il a été sur la glace, dans le temps qu'il était avec le Canadien puis avec d'autres équipes. Et voici ce qu'il dit. I know what happened. I don't want to get sued and this is a privacy matter. It had nothing to do with Connor Bedard and his mom. Il continue. Ouais, mais... Là, ben, on dit dans le Journal de Montréal ce matin, on disait que dans l'incident, on ne précise pas c'est quoi, mais il y aurait de l'alcool qui était impliqué et ça se serait passé dans un genre de... je vais vous dire ça ici, j'avais l'article, mais je l'ai fermé. Ce ne sera pas très long. On nous dit que l'événement en question remonte à... La nature exacte de l'incident n'est pas connue, mais l'alcool serait impliqué. C'est ce qu'avance Daily Face-Off. C'est ce qu'avance Frank Seravalli du Daily Face-Off. L'incident lié à l'alcool impliquant Perry se serait produit lors d'un événement auquel participaient des commanditaires et des employés de l'équipe. On ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé, qui en a été témoin et qui l'a signalé à l'équipe. Ouais, mais who cares? L'affaire, c'est la suivante. Tant que vous ne direz pas la vérité, le monde a le droit de penser ce qu'il pense. Je veux dire, arrêtez de bitcher le monde parce qu'il croit la rumeur. La rumeur est drôle. OK? On va dire les affaires. La rumeur est drôle. C'est fucking drôle. Il y a plein de jokes qui ont été faites là-dessus, puis c'était drôle. Puis tant que vous ne direz pas la vérité, le monde, ils vont croire ce qu'ils veulent. OK? Pas plus compliqué que ça, là. Il y a, dans toutes ces affaires-là, quand il y a une histoire qui prend de l'ampleur, il y a un seul remède qui vient taire toutes les affaires un peu louches que les gens vont penser. La fucking vérité. C'est exactement le même principe avec les affaires de conspirationnisme. Qu'est-ce qui fait que le conspirationnisme existe? C'est que les autorités ne sont pas 100% transparentes. Ben oui. Tant que vous n'êtes pas transparent, les gens s'imaginent des choses. C'est parfaitement normal. Tu sais, prends l'histoire de Luc Poirier et son terrain. On en a parlé hier. Avec l'article de Thomas Gerbet, ça commence à être difficile de penser qu'il y avait une collusion entre Poirier et Fitzgibbon. Mais sans les infos, ça regardait mal. Mais là, avec les infos, tu te rends compte que Poirier il a fourré Fitzgibbon aller-retour. Là. Ben, j'ai envie de te dire quasiment ils se sont fourrés eux-mêmes. Lui, il a juste attendu que les bonnes offres arrivent, puis that's it. Si eux autres sont pas bons. Là. Écoute, mais regardez, on a des parcelles d'informations vérifiées par un journaliste qui peuvent être qualifiées de vérité. Ben, quand tu as la vérité, tu arrêtes la circulation de fausses rumeurs par rapport. Ouais. C'est ça que ça prend. Dans tout ce qu'on fait dans le milieu politique, dans le milieu médiatique, dans le milieu sportif, peu importe, quand il y a des rumeurs, quand il y a des affaires qui prennent un sens qui n'a pas d'allure. Regarde Justin Trudeau. Pendant 3 ans de temps, il y a eu des rumeurs qui n'étaient plus avec sa blonde. C'était rendu un running gag partout. Mais il faisait tout pour cacher la vérité. Puis là, soudainement, oups, ils se séparent. Puis finalement, tu te rends compte qu'il y a comme des poursuites qui remontent à plusieurs mois avant. On est surpris. C'est comme l'affaire de Carey Price, là, que tout le monde a déjà entendu l'histoire qu'il aurait mis enceinte une policière ou je sais pas trop quoi. Mais personne, c'est que des rumeurs. Ah oui. Mais un moment donné, quand une rumeur est répandue à la grandeur de la province ou du pays ou du continent, comme dans le cas de Corey Perry, je pense que tout le monde a vu l'histoire, que vous suiviez le hockey ou pas. Un moment donné, si c'est vrai, ça ne te sert plus à rien de tout le monde l'a entendu. Ouais. Fait que ce moment donné, tu peux... Puis honnêtement, là, si c'est juste... Moi, je pense que si l'histoire, c'est juste ça, lui, à quelque part, il est un peu mort de rire là-dedans. Là. Tu te dis, ben là, écoute, on a eu une histoire d'amour ensemble. Ils m'ont sacré dehors du club pour ça. Qu'est-ce que vous voulez? Pourtant, je donnais ce que j'avais à donner. C'est la patinoire, puis j'ai jamais manqué de respect à personne, puis blablabla. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme s'il y avait
séquestrer une femme dans une salle de bain d'une affaire avec de la coke ou je sais pas quoi. Là, tu comprends? C'est pas un truc de délinquance ou de criminalité. C'est une affaire malaisante parce que t'es comme... Ouais, c'est comme... Tu sais, ça Ouais, mais tu sais, même... puis la raison pourquoi les gens continuent de le penser que c'est probablement vrai ou peut-être vrai dans leur tête est extrêmement simple. C'est la prochaine superstar de la Ligue et tout nous donne comme indice qu'il y a un cover-up qui se passe sur l'histoire de Corey Perry. Je veux dire, on a l'impression qu'il y a un cover-up parce que la vérité sort pas. Ou elle sort à petites gouttes, puis là, on dit non, c'est pas la mère de Connor Bedard, c'est une affaire avec l'alcool. Ouais, mais c'est trop flou. T'as pas une histoire crédible à offrir au grand public pour contredire, autrement dit, la rumeur que tout le monde pense qui est vraie. Ouais. Fait que ça, t'as l'impression que c'est un cover-up. Fait que les gens se font des idées dans leur tête et ils ont le droit de le faire. Moi, c'est vraiment le bout des journalistes qui levaient le nez sur le petit peuple. Ouais, depuis que sur Facebook, il n'y a plus de vraie information là, au Québec, là, les gens croient n'importe quoi. Hey, fuck you, man. Ben, les gens sur Facebook, ils disaient aussi hein, que Trudeau était peu que sa femme, puis les journalistes faisaient comme si ça n'existait pas. Fait que, Puis je reviens avec l'histoire de base. Est-ce que ça a été démenti, l'histoire de Chris Chelios? Oui. Est-ce que ça a été avoué que finalement c'était ça pour vrai? Non. C'est quand même dans des chansons de Bob Bissonnette, par contre. Ouais. Mais le hockey, c'est un sport particulier où beaucoup d'histoires un peu alambiquées sont souvent inventées pour justifier des affaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Mike Ribeiro a été échangé par le Canadien. Et Mike Ribeiro, c'était quand même un bon joueur. Tout ça. À l'époque, on nous disait, ouais, lui puis Koivu s'entendent plus trop, tout ça. Quand tu vois comment a terminé la carrière de Mike Ribeiro, tu peux te poser la question, c'est-tu vraiment pour ça qu'ils l'ont échangé? Non, il est tombé à face dans la farine à un moment donné. Ouais, il aimait beaucoup ça, faire des gâteaux. Là. Fait que, tu sais, honnêtement, ça donne quoi de mentir? Ça donne quoi d'inventer ces maudites histoires-là qui finissent tout le temps par être... Ouais. Tu sais, l'histoire de Souben qui mettait trop de la musique fort dans le vestiaire. Oh, y a-tu non. quelqu'un qui croit à ça pour de vrai? Là? Qui ont échangé un défenseur étoile parce que le gars faisait des high-five bizarres à Carey Price puis qui écoutait du rap dans le vestiaire. D'après moi, la seule affaire que t'as à faire, c'est de dire, regarde, Chris, ferme la radio. Là. T'échanges pas un joueur pour ça. Là. Oh, il s'est peut-être passé de quoi avec son pantalon, lui aussi. Il est soudainement tombé à une place qu'il n'aurait pas dû. C'est comment qu'on dit once you go black, you never go back. Peut-être une mère de joueur qui est tombé dans l'élixir magique. Là. Écoute, mais écoute, vous voyez, c'est juste ça. Il y a un remède contre la désinformation. C'est la vérité. Pas le démenti, la vérité. Ça a l'air d'être bien dur. La vérité, là, ça a l'air d'être vraiment, vraiment Le difficile. démenti n'est pas un remède contre la désinformation. Non. Surtout pas avec des histoires un peu alambiquées. Hey, écoute, grosse affaire dans le Canada, anglais aussi, puis au Québec, ça a réagi pas mal. Tout le monde a retenu juste l'affaire de Noël. Mais on a décidé de fouiller un peu plus cette affaire-là. C'est que dans le Canada, il y a un truc qui s'appelle la Commission canadienne des droits de la personne, qui, je pense, a son équivalent québécois, qui est la Commission des droits de la personne. Je pense qu'il s'appelle uniquement comme ça. Et ça, c'est la gang qui avait poursuivi Mike Ward dans l'affaire du petit Jérémy. Donc, ça vous donne la version québécoise. La version québécoise de ça. La version canadienne, elle aussi, est sur des affaires reliées des fois à des handicaps, tout ça, mais elle est beaucoup dans le racisme. Dans le racisme. Elle est beaucoup dans les histoires de wokisme symbolique, tout ça. Et là, elle nous dit dans un... Ça, c'est ce que les médias ont retenu. Ils nous ont dit dans un document qu'ils ont publié que Noël est discriminatoire. Et là, Simon Autin-Barrette a réagi à ça. Ils ont tous réagi et ça a donné quand même un bon shit show, je te dirais, en chambre. On va écouter un échange entre Trudeau et Poilievre. Ce qui est très drôle là-dedans, c'est que Trudeau,
qui a toujours préféré dire des trucs du genre c'est les fêtes de fin d'année, c'est on souhaite bonne fête de fin d'année au monde. Il n'a jamais voulu dire quasiment Noël de sa vie, ce gars-là, parce qu'il fait partie de cette mouvance-là aussi. Et là, quand il s'est fait que je pense que c'est le Bloc qui a amené ça. Il a dit là, êtes-vous d'accord avec votre commission de pas tant de choses qui nous dit que Noël est une fête colonialiste, tout ça. Puis là, il s'est levé complètement hystérique en chambre et ça a donné un échange avec Poilievre qu'on peut voir ici. Je pense que j'avais jamais vu Trudeau énergique de même. Il est complètement à l'ouest. Mais là, en full screen avant que je le partage. Ouais. Donc, le voici. Et voilà notre cher premier ministre. The Conservative Party of Canada is putting future white Christmases at risk, and that's why on this side of the house we stand for Christmas. Je sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit. Là. Il a dit, en réponse à la question sur Noël, il a dit les conservateurs mettent en péril avec leur climate denial, leur climato-négationnisme, les Noëls blancs. Il n'y aura plus de neige à Noël? Il n'y aura plus de neige à Noël. Et de ce côté de la chambre... Hey, Justin, viens voir ma cour, tabarnak. Il manque pas de neige. Et de ce côté de la chambre, we stand for Christmas. Ah ouais? Depuis quand il dit Christmas, lui? C'était la première fois de sa vie, je pense. On se le remet, ça dure juste 1 minute 16. Là, on se remet le début de Trudeau. Et regardez bien la réaction de l'opposition. C'est quand même assez spectaculaire. Of the Conservative Party of Canada is putting future white Christmases at risk, and that's why on this side of the house we stand for Christmas. Des gros enjeux, quand même. The Honourable Leader of the Opposition. Mr. Speaker, that has to be the angriest and most caustic Christmas message I've ever seen. No, this is a guy, he hasn't phased out coal despite his theatrics over there, Mr. Speaker. What he's doing is phasing out food because Canadians can't afford it now as he raises carbon taxes on the wonderful farmers that bring it to our table. Why won't he axe the tax on farmers so that Canadians can eat, heat, and house themselves? And why doesn't he be a little less like Scrooge and a little more like Santa Claus? Excuse-moi, la fin est magique. Pourquoi il est pas plus... Pourquoi il est pas moins comme le Grincheux, mais plus comme le Père Noël? Tu sais, moi, la discipline de Pierre Poilievre, hacks de tax. Il revient avec ses patentes, cling, cling, cling. Des canettes à food. Tu sais, c'est tac, tac, tac. Il revient avec ses points. Ah oui, c'est tout le temps les points qui reviennent. Et là, ben c'est ça. Bref, c'est ce qu'il y a, parce qu'il ne faut pas s'en tenir tout le temps juste au superficiel de la chose. C'est que tout ça est une réaction qui a eu lieu suite au dépôt de ce document-là. Mais la seule affaire que Trudeau a réussi à dire pareil sur Noël, c'est qu'il est en péril à cause des conservateurs ni les changements climatiques. La seule affaire, dans le fond, qui l'intéresse dans Noël, c'est qu'il y a de la neige. S'il ne met pas sa taxe de carbone de marde, il n'y aura plus de neige. En gros, là. Ils sont sérieux, là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui croit à ça pour de vrai, là. Quand même que demain matin, au Canada, on fait un parking, puis on prend tout le monde, puis on les téléporte sur une autre planète, puis il n'y a plus de vie au Canada, ça ne change rien, là. Est-ce que quelqu'un qui comprend pas ça encore? C'est pas dans quel monde vous vivez, là? Va-t-il falloir que la Cour suprême vous le dise encore, comme avec vos pailles en carton, là? Les autres, ils pensaient sauver des tortues, puis des... il y a une tortue quelque part qui a une paille dans le nez, puis c'est ça. Fait que la Commission des droits de la personne, là, ça, c'est un budget fédéral de tout près de 40 millions de dollars. 40 millions pour brainwasher le monde. Man. C'est 33 millions qui partent en salaire, carrément. Là. Fait que, tu sais, avec des moyennes salariales à 100 000 par année, là, c'est 330 employés. Là. What? Êtes-vous sérieux, là? Il y a du monde qui se graisse, mon gars. Là. Des bullshit jobs, man. C'est le paradis de la bullshit job, cet organisme-là.
C'est pas eux autres qui avaient poursuivi Ezra Levant, éventuellement, dans le temps? Ça se peut, ouais. On va essayer de checker ça pendant que tu parles de tes shit. Je pense que oui. Donc, ça, c'est le document en question qui a retenu l'attention. Ça s'appelle Document de réflexion sur l'intolérance religieuse. Donc, je le partage à l'écran. Vous pouvez retrouver ça sur leur site web, donc sur le chrc-ccdp.gouv.ca. Et voici ce qu'on nous dit dedans. Quand même assez saucé. Merci, je vais vous en lire un petit bout. La capacité d'une personne à pratiquer librement sa religion est un droit fondamental. Cette capacité est inscrite dans le droit international et national, notamment dans la Charte canadienne des droits et libertés. Bon, blablabla, blablabla, la déclaration... Ezra Levant, juste à dire, c'est la commission de l'Alberta qui l'avait poursuivi. OK, parce que c'est ça, ils ont des ramifications dans toutes les provinces. Ça. L'intolérance religieuse entrave la capacité de la société canadienne à être démocratique, accueillante et ouverte d'esprit. Donc, autrement dit, on n'est pas démocratique ici. On n'est pas accueillant, on n'est pas ouvert d'esprit, on n'est pas tolérant. Ce n'est pas qu'en comprenant et en reconnaissant l'existence de l'intolérance religieuse au Canada que nous pourrons commencer à y faire face et à travailler à son éradication. Beaucoup de sociétés, dont la nôtre, ont été construites de manière à accorder de la valeur à certaines caractéristiques ou identités et à en exclure d'autres. Bullshit job. Par exemple, avoir la peau blanche, être un homme, être de confession chrétienne, être anglophone, être mince, ne pas avoir d'handicap, être hétérosexuel, être conforme au genre. OK, fait que là, ça, c'est le démon parfait, là. Ouais, fait que si vous êtes, on récapitule ici, si vous êtes blanc, si vous êtes un homme blanc, chrétien, mince, sans handicap, hétérosexuel et conforme à votre genre. Donc, Hey, mais moi pis toi, on est des bonnes personnes. On est franco. On est francophone. Ouais, puis j'allais dire, vu qu'on on est une minorité. Vu qu'on n'est pas, on doit pas être assez mince, fait qu'on est déjà exclu, fait qu'on est... Dans le Christ, on est des victimes. Hey, on a des victimes canadiennes. Enfin, je suis une victime. Au Canada, on est des victimes. Au Québec, on est des méchants, mais au Canada, on est des victimes. Exact. Yes. L'objectif de ce travail est d'explorer le concept d'intolérance religieuse, son histoire au Canada et les mécanismes qui la perpétuent. Et là, bon, il y a quand même un bon bout là, sur c'est quoi la religion, comment la définir, tout ça, c'est plus ou moins intéressant. Qu'est-ce que l'intolérance religieuse? L'intolérance religieuse peut être comprise comme une intolérance de la religion, no shit, des croyances ou des pratiques religieuses d'une personne. Elle est entrée dans des attitudes négatives, les valeurs et les croyances envers les personnes d'une religion particulière. Bien que les attitudes d'intolérance religieuse puissent être très difficiles à mesurer et à quantifier, entre parenthèses, microagression, ça c'est bien important dans les trucs woke, c'est peut-être invisible, c'est peut-être pas facile à voir, puis peut-être vous n'avez jamais vu, mais c'est là pareil. Et là, l'impact psychologique, économique et sociétal de ces attitudes et comportements envers les personnes peut être très préjudiciable et durable. Une définition des microagressions est présentée plus loin dans le document. Et là, écoute bien ça, on arrive au crunchy. La discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme canadien. Le Canada n'a jamais colonisé aucun pays, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Un exemple évident est celui des jours fériés au Canada. Les jours fériés reliés au christianisme, dont Noël et Pâques, sont les seuls jours fériés canadiens reliés à des fêtes religieuses. Par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leurs fêtes religieuses et d'autres périodes de l'année où leur religion oblige à s'abstenir de travailler. L'histoire du Canada en matière d'intolérance religieuse, et je termine avec cette phrase-là, est profondément ancrée dans notre identité d'État colonial colonisateur. Le principal exemple dont les effets se font encore sentir aujourd'hui est l'effort systématique visant à délégitimer et à éradiquer la spiritualité des Autochtones par le biais des pensionnats. Et là, bon, ça continue un peu plus loin en nous disant qu'en gros, le fait de fêter Noël, Pâques, tout ça, ces affaires-là, c'est une preuve de,
le fait qu'on martyrise littéralement les communautés. Fait que votre cash, les amis, que vous envoyez au gouvernement fédéral à coups de milliards, il y en a une partie qui s'en va dans ces groupes de merde-là. Veux-tu que je te montre de quoi qui est débile? Oui, vas-y. On sait que la commission au Québec avait poursuivi Mike Ward. On sait que la commission de l'Alberta avait poursuivi Ezra Levant. Fait que j'ai été dans Google pour regarder quel genre de poursuite que la version fédérale avait déjà faite. Je suis tombé sur celle-là. C'est allé en Cour suprême. La Commission canadienne des droits de la personne, Canada, versus le procureur général du Canada. Ben voyons. Ils ont poursuivi le gouvernement canadien, asti. Pas des farces que je te dis là. Le Tribunal canadien des droits de la personne n'avait pas le pouvoir de décider si certaines parties de la loi sur les Indiens étaient discriminatoires, car la législation n'est pas un service rendu au public. Les Autochtones peuvent être inscrits comme Indiens en vertu de la loi sur les Indiens. La loi qui détermine qui est admissible au titre d'Indien. Indien est un terme désuet pour désigner une personne autochtone qui existe encore dans certaines lois canadiennes. Cela leur donne accès à différents programmes, blablabla. Autrement dit, la Commission, en 2018, a poursuivi le gouvernement fédéral qui finance la Commission, by the way, parce que la loi sur les Indiens était jugée discriminatoire parce que ce n'était pas la loi sur les Autochtones, sacrément. C'est allé en Cour suprême, Calvas. Ben voyons. Ben, Christy, je te le dis. C'est allé, en fait, ils ont commencé le Tribunal canadien des droits de la personne, Cour fédérale du Canada, Cour d'appel fédérale et éventuellement Cour suprême. Je capote. Ah non, c'est des malades. Voyons, attends un peu. Là, tu poursuis le gouvernement du Canadien parce qu'il y a la loi sur les Indiens. C'est le gouvernement qui se poursuit lui-même. Voyons, niaisez-vous, là. Nous niaisez-vous. Moi, je pense qu'il y a 40 millions faciles à couper au fédéral. Là. Oh oui, oh oui. Quel service vous allez couper? Vous, vous êtes un populiste de droite, là, et si vous arrivez au pouvoir, là, vous allez charcuter les services publics. Là, vous allez couper dans quoi exactement? Veux-tu que je te fasse la liste de dans quoi je vais couper? Ça, c'est la première affaire. Parce que sur le 41 millions qui est dépensé, 32 millions en personnel, mais quand tu regardes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024, il y a un 6,5 millions en services professionnels et spéciaux. Ça, c'est-tu pour payer les avocats quand tu poursuis le gouvernement, ça? Ça doit être ça. Ouais, moi, Fait que le gouvernement finance des organismes qui poursuivent. ouais. Puis tout ça, ça se fait la défense et la couronne avec notre argent. Ouais. C'est quand même pas pire, pareil. Hein? Sur des putains de niaiseries, là. Ouais, sur des putains de niaiseries. Le nom de la loi, sacrément, Frank. Le nom de la loi. Oui, la loi sur les Indiens, c'est une vieille loi. Puis si on faisait une nouvelle loi en 2023, probablement qu'on ne l'appellerait pas de même. Mais quand on l'a adoptée, cette loi-là, on l'a appelée comme ça. Parce que dans le temps, on appelait ça des Indiens. Je sais qu'ils ne viennent pas de l'Inde, sacrément. Là. On n'est pas cave. Là. Ah oui, c'est de même. Qu'est-ce qu'on fasse? Ah, c'est incroyable. Hey, excuse, juste dernier point. On nous dit, parce que je cherchais des exemples, je me disais, mais c'est quoi, mettons, là, concrètement? Parce que c'est très éthéré, leur affaire, c'est très. C'est quasiment métaphysique. Là. Tu te dis, OK, mais vous parlez de quoi précisément? Et là, ils donnent des exemples. Il y en a un qui me fait particulièrement sourire. On dit, par exemple, là, les attitudes discriminatoires de manière religieuse, là, qui sont vraiment intolérables, c'est, par exemple, dans une entreprise, de mettre à l'horaire des réunions d'équipe les jours de fêtes juives ou musulmanes. Mais c'est parce que, OK, dans le fond, imagine quelqu'un là, qui a une entreprise, tu es à Toronto. Dans ton entreprise, il y a du monde, il y en a qui sont sikhs, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont protestants, il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont protestants, il y en a qui sont juifs, il y en a peut-être qui sont musulmans, il y en a d'autres qui sont bouddhistes. Va falloir qu'à chaque fois que tu cédules quelque chose sur l'horaire, tu fasses la liste de toutes les fêtes des communautés religieuses pour être bien certain que tu ne mettes pas ça la journée que ça dérange quelqu'un. Hey, excuse-moi, là, mais moi, j'ai déjà travaillé dans des jobs, des journées fériées. Là.
J'ai déjà travaillé le jour de Noël, même. Puis j'en suis pas mort, là. Non, C'est quoi l'histoire? C'est quoi cette histoire-là? Là? C'est incroyable. Incroyable. C'est des bullshit jobs. Il y en a donc bien de ça. Il y en a donc bien des bullshit jobs. Mais il y en a donc bien dans le Haut-Canada. Il y en a donc bien des organismes de même. Rappelle-toi de la fois qu'on avait lu le truc de la santé publique. Ça fait une couple de mois. On avait lu un document de la santé publique du fédéral. Là, écoute, ça, c'est la Commission des droits de la personne, santé publique. Le document, après 4 phrases, ça commençait avec un truc du genre « Les auteurs du rapport s'identifient comme hommes blancs néo-décoloniaux, pas tant de choses, épris de racisme intégré. » Là, t'es là. Mais je pense qu'il va falloir ouvrir des cliniques de désintoxication pour ces trucs-là. Genre, on tient pas Pierre de même, style, comme dans Orange Mécanique. Là. Puis quand tu sors du truc, t'as été déwokisé. On t'a déprogrammé. Parce que là, ça n'a pas de sens. Là. Le vendredi soir, t'arrives chez vous. Là. Ben, t'étais chez vous toute la journée, là, mais tu prends ton frigo, t'ouvres ta bière. Puis là, tu fais un petit recap de ta semaine. T'as le sentiment d'avoir accompli quelque chose? Hein? Ben, en tout cas, je veux dire, t'as produit quelque chose d'utile à beaucoup de gens. T'sais. Moi, c'est la même chose. Quand ma semaine est finie, je regarde le résultat de ma semaine. J'ai un sentiment d'accomplissement dans ma semaine. J'ai aidé beaucoup de gens en services financiers, puis j'ai diverti des gens avec le podcast politique. Je suis content de ma semaine. J'ai travaillé fort, puis j'ai senti que j'ai produit quelque chose, tout ça. Quand tu es un des 300 quelques membres, j'espère que c'est 300, by the way. Là. J'espère que c'est pas 200 personnes qui se séparent 32 millions de dollars. Là. J'espère que c'est au moins 300 personnes, puis même 330. Je veux pas avoir un salaire moyen en haut de 100 000 dans cette place-là. Là. J'espère. Mais quand tu es une de ces 300 personnes-là qui sont rémunérées par la commission, c'est quoi ton sentiment d'accomplissement à la fin de la journée? Tu as travaillé toute l'année sur un rapport sur le racisme systémique, puis là, tu le publies, puis tu fais « Ah, enfin, là, je suis fier de moi. » It's all bullshit. It's all bullshit. Tu peux pas être fier de toi. T'existerais pas si tu taxais pas le monde puis tu ne me forcerais pas à payer nos impôts pour qu'on fasse des cochonneries comme ça. Il y a juste un gouvernement qui veut faire des cochonneries comme ça. Là. Ça n'a pas de sens. Là. En tout cas. Hey, à la gang, on sait tout, Frank. Oui. Fin de show. On poursuit notre petit dossier sur les subventions médiatiques. Il y a une manne dans toute cette histoire-là qu'on se rend compte. Là. Puis la manne est vraiment au niveau des magazines. Au niveau fédéral. Vraiment impressionnant. Les magazines au niveau fédéral, c'est vraiment impressionnant. Il y a une manne là-dedans. Et qui est-ce qui possède beaucoup de magazines au Québec? C'est un gars qui avait des taxis. Il y a déjà eu des taxis. Ouais. Il y a déjà eu des ambitions politiques aussi. J'espère qu'il n'y en a plus. Il a déjà voulu avoir des avions aussi. Puis là, il est rendu avec une équipe de football. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de succès, par exemple. Je suis content pour lui. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de succès dans une de ses entreprises. Ouais. Finalement, PKP a eu du succès avec les Alouettes. TVA Publications Incorporée. TVA publie beaucoup de magazines. De 2006 à 2023, ils ont reçu 123,5 millions de dollars du fédéral. Le gros méchant fédéral. 123,5 millions de dollars du fédéral pour des magazines. Quel type de magazine? 7 jours. De 2018 à 2023, le magazine 7 jours, 7,3 millions de subventions, juste pour lui. Parce qu'on ne subventionne pas l'entité, on subventionne magazine par magazine. Savais-tu qu'il y avait le 7 jours cuisine, toi? Bien, le 7 jours cuisine aussi reçoit des subventions. Ça a été 237 000. Connaissais-tu 7 jours manger santé? Non. Fait que, tu sais, au lieu de faire juste le 7 jours, ils ont fait le 7 jours cuisine, puis le 7 jours. Fait que là, ils peuvent réclamer des subventions avec tout. Ben, il y a eu 55 000 pour 7 jours manger santé. Canadian Living. Hey, PKP, il n'aime pas le gouvernement fédéral, mais il produit du stock en anglais pareil. Oh. C'est le fun, Canadian Living, parce qu'il a pu réclamer 8,2 millions de subventions avec ça. Une belle acquisition. Ah, barnac.
Magazine Clin d'œil. Hey, il y en a pas mal. Magazine Clin d'œil, ça, c'est populaire, ça. 1,8 million. Cool. Hey, ça, c'est pour les ados, ça, je pense, le magazine Cool. Joey, tu lisais tout ça quand tu étais jeune? En tout. Je m'en doutais. 2,3 millions. Il y en a, là. Cool Spécial Test. Hey, mais pourquoi pas une autre déclinaison pour avoir d'autres subventions? Ben ouais, toi. Hey, c'est-tu pas beau? 297 000. Il y en a, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui est populaire, là? Le coup de pouce, Décor Mag, Dernière Heure. Dernière Heure, c'était comme le 7 jours qui était son concurrent puis qui a racheté finalement. Dernière Heure, 943 000. Éco-Vedette. Hey, Éco-Vedette, le star system du Québec, toi. T'as Éco-Vedette, Éco-Vedette biographie, Éco-Vedette télévision et téléroman. C'est important de décliner ça. Elle Canada, Elle Québec. Espace, la semaine bien-être, la semaine cuisine, la semaine extra, la semaine pratique. Parce que ça, c'est ça, hein. Il a toujours acheté le même compétiteur. Il y avait 16 jours, la semaine, dernière heure. Je pense que c'est toujours le même gars qui a décollé les magazines puis il les a rachetés au fil du temps. Hey, la semaine, ça doit être pas pire, c'est tout. Ah, juste 897 000. Décevant la semaine. Mais là, ça, c'est le fédéral qui donne tout ce cash-là. Ouais. Écoute, c'est la semaine téléroman, Les idées de ma maison, Manger santé 7 jours, Miss Cool, Still at Home, TV Hebdo. Hey, TV Hebdo. Hey, mais c'est-tu dans le budget de l'an 1, ça, Chris? C'est PSPP. Je n'ai pas fait exprès. C'est vraiment mon cerveau. Mais PSPP, il faut qu'il budgète ça là, avec Geloso. Là. Parce que là, s'il y a un Québec souverain, là, c'est qui va y donner ces subventions-là? Là? Ont-tu compté ça? Le fucking TV Hebdo, ça existe encore, ça? TV Hebdo, sûrement. Ça, c'est les petits annuaires là, que le monde, ils veulent savoir l'heure de leur téléroman. Là. Ouais. Voyons, Chris, on n'a pas encore ça en 2023. Là. Écoute, ça serait pas surprenant. 8,7 millions. Et rajoute à ça... Depuis 2018. Avant qu'on aille sur Patreon, je veux juste mentionner la nouvelle quand même qui est sortie hier, juste après qu'on ait fait le podcast. Le graissage va se poursuivre avec Ottawa qui a conclu un accord avec Google sur les nouvelles en ligne. L'accord permettrait aux nouvelles Canadiennes de continuer à être partagées sur les plateformes de Google en échange de paiements annuels de l'ordre de 100 millions de dollars aux sociétés de presse. Pourquoi Google a flanché, sérieusement? Il donne raison d'avoir fait C18 avec ça. Moi, j'ai l'impression que Google... Regarde, on glissait sur Patreon pour en parler. Moi, j'ai l'impression que Google a jugé que ça lui coûterait moins cher, ce deal-là, que faire eux-mêmes des deals avec tout le monde. Comme il avait déjà commencé à faire avec... Il n'y a pas besoin de faire de deal avec personne. Ouais, mais de ce que je comprends, Google veut avoir la paix et avoir une belle image. Fait que ils ont décidé de faire des Gang de tata. Bon, on s'en va sur Patreon.